Alors, mon nom est Jean-Marie Lafortune, je suis professeur au département de communication sociale et publique à l'Université du Québec à Montréal. Alors, du Canada, heureux de participer ici à Lisbonne à ce 11e colloque. Qu'est-ce que tu attends de ce colloque? Alors, encore une fois, on a un thème assez convenu, je dirais, puisque au fil des ans, la participation, la démocratie et l'animation ont été à l'avant-scène des discussions. Ce que je m'attends, c'est qu'on renouvelle un peu la réflexion autour de ces thèmes-là, considérant que la participation, entre autres, à travers les outils numériques, a changé de nature et de format, que la démocratie a également évolué. Le système démocratique qu'on connaissait il y a encore peu s'est transformé, a perdu en participation au sens où en l'intégration de la population, des citoyens et citoyennes à l'intérieur des mécanismes. Et donc, j'espère qu'on pourra non seulement évoquer, bien sûr, ces thèmes centraux, mais aussi voir comment est-ce que soit on peut les remobiliser ou éventuellement les contourner pour arriver aux fins de changement social que l'on recherche normalement en animation. Quelle est la mission de l'animation? L'animation, c'est d'abord de donner une voix aux sans-voix, on pourrait dire, et donc c'est d'accompagner des personnes souvent regroupées, donc des groupes sociaux minorisés, marginalisés, et leur permettre éventuellement de devenir des acteurs de leur propre vie et de s'inscrire plus largement dans une vie politique au sens où de participer aux débats, aux délibérations qui peuvent traverser la vie d'une société. Maintenant, je voudrais que tu répondes, essaye de répondre en une ou deux phrases, pas beaucoup. Étant donné le thème du colloque de cette année, démocratie et participation, par rapport à cette mission, en tenant compte de ton idée de mission d'animation, pour l'axe 1, quelles peuvent être les conséquences de la transformation politique et sociale d'une intervention démocratique et participative en animation? Cette transformation-là, elle est essentielle si elle est menée à travers une volonté réelle de la partie politique. À défaut, je crains qu'on ne parvienne pas aux finalités escomptées. Mais on peut dire que l'animation, c'est aussi une intervention politique? C'est-à-dire que oui, elle doit mener d'une participation peut-être d'abord artistique et culturelle à une participation sociale et politique, non pas au sens partisan, mais bien sûr de simplement vivre sa citoyenneté active et de prendre part aux débats qui traversent la société et qui aujourd'hui sont légion. On le voit à travers les dernières élections, par exemple, en Grande-Bretagne ou en France. Et comment travailler, quoi faire avec le discours de l'extrême droite qui est très fort maintenant en Europe et dans d'autres parties du monde, mais en Europe, ça monte. Que fait l'animateur? Bien, l'animateur, c'est que d'une part, il peut comprendre certains courants, certaines positions à l'origine de cette ferveur vers ce qu'on appelle l'extrême droite, en raison du fait qu'il y a des segments de population qui ont été laissés pour compte dans le développement économique depuis 2 décennies. Alors, les gens qui sont on pourrait dire les pauvres ou les appauvris de la mondialisation cherchent une voie politique. Et pour l'instant, il semble ne la trouver qu'à travers les partis d'extrême droite. Alors, l'animation peut se faire une voix aussi pour ces gens-là et leur permettre de s'inscrire dans le débat, mais à partir d'une perspective progressiste qui vise un changement global, inclusif, et ce que, évidemment, la droite ou l'extrême droite ne vise pas d'aucune manière. Quant à l'axe 2, quelle forme peut assumer l'animation socioculturelle démocratique et participative avec les différents âges, les différents... Un des défis, c'est justement à l'ère du numérique où est-ce que tout le monde est dans l'entre-soi, les jeunes avec les jeunes, les personnes âgées avec les personnes âgées, c'est de favoriser les échanges interculturels et intergénérationnels. Donc, c'est pas simplement de voir entre les gens de différentes générations, mais aussi de différentes provenances, parce que nos sociétés, bien sûr, sont diversifiées. Alors, de cibler uniquement une population, qu'elle soit jeune, intermédiaire ou âgée, pour moi, fait partie davantage du problème que d'essayer de favoriser les rencontres parce qu'une société se développe aussi à travers la transmission des connaissances, des valeurs, et donc le fait que des jeunes puissent rencontrer des moins jeunes, comprendre leur situation et inversement, pour moi, c'est constructif du point de vue d'une société qui veut se pérenniser. Donc pour toi, on peut faire de l'animation avec des bébés, des personnes
qui ont de l'Alzheimer Mhm. et des personnes qui sont en coma? Alors, moi, je pense qu'on peut faire de l'animation avec tout type de population, quel que soit l'âge ou leur situation. Et jusqu'à un certain point même, les personnes qui ont des situations plus problématiques souhaitent être accompagnées dans des activités, souhaitent pouvoir être partie prenante aussi de la vie sociale, culturelle, voire politique. Alors, il n'y a pas d'âge avec les populations auprès desquelles on est susceptible d'agir. Il n'y a pas de profil de prédilection. Tout le monde est susceptible de gagner à une vie augmentée par des activités d'animation. Comment participe une personne qui a de la paralysie cérébrale ou qui est en coma? Comment participe? Si la participation est si importante, comment elle participe? Alors, évidemment, il y a des problèmes qui sont plus difficiles que d'autres à surmonter. Il y a des compétences qu'il faut développer aussi de la part des animateurs et animatrices pour pouvoir être pertinents dans ces contextes. Mais il y a, des façons de faire existent. Je sais par exemple des collègues qui font dans des clowns sans frontières, des gens qui interviennent dans le milieu hospitalier et qui parviennent à faire en sorte que ces gens-là s'expriment, participent jusqu'à un certain point de l'échange, de la vie dans leur institution et donc s'inscrivent à l'intérieur, on pourrait dire, de la vie sociale et c'est ce qu'ils veulent. C'est pas parce qu'on est marqué par des problématiques sérieuses d'un point de vue de la santé qu'on souhaite s'isoler du reste de la société. On veut encore y contribuer et partager avec autrui. L'axe 3, comment peut l'animation socio-culturelle démocratique et participative contribuer au développement du territoire? Alors, la question des territoires est toujours au cœur de l'animation. C'est assez compliqué parce qu'il y a plusieurs échelles au territoire. Alors, normalement, l'animation, c'est vraiment sur le territoire local qu'elle va s'implanter. Et on pourrait dire même les territoires locaux un peu en marge, un peu délaissés par les pouvoirs politiques. Alors, l'idée, comme auprès des personnes comme des groupes, c'est qu'avec les territoires, il est possible de les mobiliser autour d'un développement qui soit, entre autres, pris en charge et pris en main par les populations qui y habitent. Alors, l'animation peut effectivement aider à faire en sorte que les gens se donnent des outils et que collectivement, ils parviennent à améliorer la situation de leur territoire, de leur quartier, de leur ville, de leur région, alors que parfois, ils font les frais d'un développement qui a été disons, monopolisé par les grandes villes, par les secteurs innovants de l'économie, alors que tout le monde mérite d'être partie prenante du monde contemporain. Et l'animation dans les quartiers riches, ce serait pas bien qu'il y ait de l'animation pour que les riches partagent un peu leurs richesses? L'animation gagne partout à être généralisée, dans les quartiers riches également, parce que, entre autres, ce n'est pas uniquement destiné à régler des problèmes, mais aussi à soutenir des aspirations. Tout le monde a des aspirations, les riches comme les moins riches en ont, et donc ils souhaitent en avoir. La réalité, par contre, c'est qu'à l'intérieur d'un quartier riche, il y a déjà des gens qui sont suffisamment compétents pour les animer, les accompagner. Alors souvent, ils vont pas faire appel à des animateurs ou animatrices de l'extérieur. Mais c'est sûr que si on procédait à une telle chose, ça permettrait et ça aiderait ces gens-là aussi à prendre conscience des différentes réalités qui existent dans la société et dès lors qu'on sortirait de leur ghetto, de mieux saisir les enjeux de cette appropriation de la richesse. L'axe 4, de quelle forme peuvent les pratiques artistiques être mobilisées pour renforcer, merci, la démocratie et la participation? Alors, la médiation artistique, comme on aime à l'appeler parfois, c'est que ça permet, entre autres, aux personnes de développer leur sensibilité, parce que le monde est un peu cruel et des fois ne permet pas un tel développement. Ça les aide aussi à développer leur subjectivité. Alors, souvent, les gens ne savent pas qu'ils peuvent s'exprimer par un jeu, parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas de place dans la société. Et ensuite, ils peuvent aussi faire part de leur vision critique. Donc, témoigner d'un esprit critique. Et c'est ce que les arts font parce que devant, par exemple, une œuvre, ou quand on a à travailler collectivement à la production d'une œuvre, on a à faire part de nos goûts, on a à échanger sur nos opinions et on a à y participer d'une manière directe. Et donc, les arts sont une voie qui permettent éventuellement, par une transposition, de s'intégrer dans la vie politique parce que la vie politique vit des mêmes choses, du jugement, de l'opinion, du goût, de l'esprit critique et de la participation. Donc l'animation artistique, c'est aussi de l'intervention politique.
C'est-à-dire que c'est une voie qui peut y mener, pas nécessairement, pas dans tous les cas, mais elle a dans son potentiel tout ce qu'il faut pour y parvenir. Ici, à l'Institut Polytechnique de Lisbonne, à l'image d'autres institutions d'enseignement supérieur, on a 2 licences. Une licence d'animation socioculturelle et une licence de médiation artistique. Il y a une grande différence? La différence, elle est un peu inscrite dans les programmes académiques, mais sur le terrain, elle est relativement faible. Alors, d'un point de vue académique, pour nous, par exemple, depuis Montréal, depuis l'Amérique du Nord, la médiation culturelle va être prise en charge par la sociologie et la communication, alors que la médiation artistique va être prise en charge par des gens qui appartiennent aux disciplines artistiques. Alors, on voit que on ne s'ancre pas dans les mêmes logiques disciplinaires, on ne développe pas exactement la même chose, mais l'horizon, c'est-à-dire les finalités, restent les mêmes. Donner des capacités d'agir aux gens avec lesquels on intervient, soit par des activités artistiques de création collective, soit par la culture, c'est-à-dire au fond du relationnel, de l'inscription, par exemple, dans des médias indépendants qui permettent d'avoir une voix dans l'espace public. Merci beaucoup pour ces réponses. C'est moi qui vous remercie. Plaisir.